Les vidéos que vous allez voir sont de simples exercices de traduction de texte de droit romain en français. Il ne faut pas s'attendre à trouver ici un cours magistral professé unilatéralement par un professeur, ni s'attendre à trouver un séminaire de style académique. C'est-à-dire une séance ou une suite de séances où maître et disciple s'attachent à traiter de façon approfondie une question particulière à leur discipline. Non. Il s'agira plutôt d'ateliers informels où les participants vont simplement lire, traduire et essayer de comprendre des textes plus ou moins célèbres du droit romain. Le but des ateliers est de mettre la jeunesse désireuse de connaître les lois, l'expression vient de l'empereur Justinien dont nous allons bientôt reparler, au contact direct de lois dont beaucoup nous régissent encore. Les exercices de traduction qui vont suivre aspirent à dédramatiser le recours des jeunes juristes au droit romain, leur permettre de voir eux-mêmes que les juristes romains ont été confrontés aux mêmes questions, guidés par les mêmes principes, soumis aux mêmes contraintes, animés par les mêmes préjugés que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Si ces séances trouvent un public, on espère qu'augmentera progressivement le nombre des juristes ou historiens qui oseront désormais se confronter directement aux sources du droit romain. Nos textes seront tirés d'un des recueils composés sur l'ordre de l'empereur Justinien au VIe siècle de notre ère, époque où la résidence impériale était Constantinople et où l'empereur Justinien, qui a régné de 527 à 565, a opéré au début de son principat une importante réforme du droit romain. Cette réforme eut lieu en l'espace de 6 ans, entre 528 et 534. L'empereur a chargé ce qu'on appellerait aujourd'hui une commission de composer les recueils auxquels son nom est resté attaché. Cette commission a compté un peu plus de 15 membres et fut présidée par un homme que l'on pourrait qualifier de haut fonctionnaire, prénommé Tribonien. Ses 2 adjoints les plus célèbres étaient Théophile, professeur de droit à Constantinople, et Dorothée, professeur de droit à Bérite, l'ancienne Beyrouth. Plusieurs avocats également se trouvaient parmi les autres membres de la commission. 3 grands ouvrages sont sortis de cette remise en ordre des sources du droit: le Code, les Instituts et le Digeste. C'est le Digeste qui par la suite retiendra notre attention, mais il convient de dire quelques mots des 2 autres. Le Code justinien a connu 2 publications successives à quelques années d'intervalle, la première le 7 avril 529 et la seconde le 16 novembre 534. Le Code renferme un très grand nombre de textes que l'on appelle des constitutions impériales. Ces constitutions étaient la plupart du temps des décisions que l'empereur avait prises lorsqu'il était saisi d'une difficulté juridique. Et cette difficulté juridique, généralement, s'élevait à l'occasion de procès plaidés dans l'Empire. Même quand elles avaient été rendues dans des procès particuliers, ces constitutions avaient acquis au fil des siècles valeur de précédent judiciaire, et les juges étaient donc tenus d'appliquer les solutions qu'elles contenaient à tous les litiges semblables. Ces constitutions impériales, recueillies dans le Code, avaient donc valeur de loi. Le deuxième recueil composé sur l'ordre de l'empereur sont les Instituts. Le mot « institut » est un mot féminin pluriel, issu du verbe latin instituere, qui signifie notamment enseigner. Ces instituts étaient en effet un manuel d'enseignement destiné aux étudiants de première année en droit dans les 2 principales écoles de l'Empire, celle de Bérite et celle de Constantinople. Les règles énoncées dans ces instituts ont même reçu valeur de loi et les juges devaient les appliquer pour trancher les litiges dont ils étaient saisis. Ces instituts ont été promulgués le 21 novembre 533. Le 3e recueil publié par l'empereur porte 2 noms que l'on peut employer comme des synonymes, le digeste ou les pandectes. Le mot pandecte est un mot féminin pluriel d'origine grecque et le sens étymologique de pandecte renvoie à ce qui renferme, ce qui contient le tout. C'est en effet un vaste recueil juridique qui embrasse l'ensemble de la matière du droit. Quant à lui, le mot digeste est d'origine latine et ici du verbe digérer qui signifie mettre en ordre. Les matières du droit dans le digeste sont en effet
disposés avec ordre à l'intérieur de l'ouvrage. Aujourd'hui en France, le mot pandecte est sorti de l'usage et on emploie surtout celui de digeste. Ce digeste de Justinien a été promulgué le 16 décembre 533. Il n'y a pas lieu ici de faire une présentation détaillée du digeste, ce serait beaucoup trop long. On peut rapidement trouver sur Internet une abondante documentation sur ce recueil. Les auditeurs, d'ailleurs, comprendront rapidement ce qu'est le digeste en suivant les vidéos. Quelques observations très générales suffiront. L'empereur Justinien a très précisément présenté son œuvre dans 3 constitutions qui sont considérées comme les préfaces du digeste. Préfaces entre guillemets. La première constitution a marqué le point de départ de la confection du digeste. Elle est datée du 15 décembre 530. On l'appelle la constitution Deo Auctore ou De Conceptione Digestorum. Deo Auctore sont les 2 premiers mots en latin de la première phrase du texte. C'est une façon ancienne de citer les textes. Dans ce contexte, on pourrait traduire ces mots par « avec l'appui de Dieu ». La deuxième expression par laquelle cette préface est connue est plus facile à comprendre. De la conception du digeste, c'est donc ce titre, la Constitution expose en fait les raisons qui ont conduit l'empereur à ordonner la composition du digeste. Elle a été insérée au Code justinien 1.17.1. Les 2 autres préfaces sont de 3 ans, jour pour jour, postérieures à la Constitution Deo Auctore. Elles sont toutes 2 datées du même jour, le 16 décembre 533. La Constitution, appelée Omnem, contient un plan d'études pour les écoles de droit de Constantinople et de Beyrouth. L'adjectif omnis, tout, premier mot du texte, c'est un mot qui est décliné à l'accusatif, est ici associé à sanctio rei publicae. Cette expression signifie tout le droit applicable dans la République. La Constitution Omnem n'a pas été insérée dans le Code, mais depuis le Moyen-Âge, elle a toujours été publiée avec le texte du digeste lui-même. La Constitution appelée Tanta, ou De Confirmatione Digestorum, a ordonné l'entrée en vigueur de toutes les règles de droit contenues dans le digeste. Le mot tanta, tant ou tel, se rapporte à providentia. La providence est si grande que, en réalité. La constitution tanta est accompagnée d'une version grecque du même texte qu'on appelle la constitution dédoken, ce qui veut dire « a donné » en grec, dans une phrase dont Dieu est le sujet. Dieu a donné, etc. Les 2 versions sont insérées au Code justinien 1.17.2. Tous ceux qui s'intéressent au digeste auront avantage à lire ces préfaces. Venons-en à l'ouvrage lui-même. Le digeste de Justinien est une vaste compilation de tous les livres de droit qui avaient été écrits pendant plusieurs siècles par les juristes romains. On peut, sans se tromper, le qualifier de vaste compilation. L'édition de référence, dont se servent les romanistes aujourd'hui, compte 957 pages imprimées en très petits caractères sur 2 colonnes. C'est de cette édition que nous nous servirons. Il s'agit de l'édition faite en 1868 par le savant Theodor Mommsen, revue à partir de 1905 par Paul Kruger. Mais cette édition est seulement la dernière en date dans une longue histoire. Il y avait eu auparavant, depuis le Moyen-Âge central, des centaines d'autres éditions du digeste, manuscrites d'abord, imprimées ensuite. Le digeste n'est pas un ouvrage écrit d'une seule main, il s'agit d'un ouvrage composite. Tribonien et ses collègues sont allés chercher chez les auteurs du passé les extraits qu'ils jugeaient bon d'insérer dans le recueil qui leur avait été demandé de faire. Ils ont fait ce qu'on pourrait appeler en termes d'aujourd'hui des coupés-collés. Et c'est en raison de cette technique de travail que le digeste de Justinien peut être qualifié de compilation. Il serait trop long de rappeler ici qui étaient les juristes romains. On peut trouver en ligne une abondante documentation sur ces personnages qui ont joué pendant des siècles un rôle de premier plan dans la société romaine. Comme le révèle le terme de jurisconsulte, employé par les Romains eux-mêmes, les juristes exerçaient au premier chef une activité de conseil. Ils n'étaient ni législateurs, ni magistrats, ni juges,
ni enseignants. Ils étaient des particuliers d'un rang social élevé qui mettaient leur connaissance des procédures en vigueur, leur savoir-faire et leur expérience des affaires au service des justiciables. Ils ont toujours été tenus en haute considération par la société romaine, ils jouissaient d'une forte auctoritas, pour employer un mot que les Romains aimaient bien. À Rome, l'autorité et la qualité de l'homme, un particulier par exemple, mais aussi l'empereur, ou bien la qualité de l'institution, le Sénat par exemple, qui emporte la conviction d'autrui par son seul ascendant, sans même avoir à utiliser la contrainte. Ces juristes étaient couramment consultés en cas de litige entre les particuliers. On venait demander leur avis sur les voies de droit à emprunter, sur les remèdes juridictionnels à disposition, sur les actions en justice et sur les arguments à mettre en œuvre pour convaincre les juges. Une activité donc axée sur le procès. Les sentences, les avis, les opinions, les conseils des juristes étaient rédigés et circulaient dans les milieux judiciaires. Les Romains appelaient jurisprudence l'ensemble des écrits produits par une longue suite de juristes. Leurs livres jouissaient d'une grande autorité. À chaque nouveau procès, les parties se référaient aux consultations données par les juristes à l'occasion de procès similaires. Les solutions préconisées pour un procès déterminé finirent par acquérir valeur de précédent judiciaire. À la suite d'une longue évolution qui s'étendit sur plusieurs siècles, les sentences des jurisconsultes devinrent même des règles de droit que les juges devaient obligatoirement appliquer pour trancher les litiges qu'ils étaient appelés à résoudre. À l'issue de cette évolution, Justinien a expressément donné valeur de loi aux sentences des juristes insérées dans le digeste. Tribonien et ses collègues ont utilisé les œuvres de 39 juristes du passé. Du passé, car les livres dont les compilateurs ont tiré des extraits avaient été écrits au moins 3 siècles avant l'époque de Justinien. En effet, dans le digeste, en date de 533, les juristes ont presque tous vécu pendant les 2 premiers siècles du régime impérial, entre le principat d'Auguste, le fondateur de la monarchie impériale, mort en l'an 14 de l'ère commune, et le principat de l'empereur Sévère Alexandre, mort en 235. Plus précisément, la plupart des juristes, dont des fragments ont été insérés dans le digeste, ont cependant vécu au IIe siècle de notre ère. Parmi eux, 3 noms se distinguent: Papinien, Ulpien et Paul. Ils ont été actifs sous ce qu'on appelle la dynastie des Sévères, qui a fourni 5 empereurs de 193 à 235. Nous aurons l'occasion de reparler de ces juristes à maintes reprises, mais d'emblée, Aemilius Papinianus, Papinien, mérite une mention particulière. Ce dernier est mort à la fin de l'année 211 ou au début de 212 de l'ère commune, en véritable martyr du droit. Alors qu'il occupait la fonction très importante à cette époque de préfet du prétoire, il fut exécuté sommairement sur l'ordre de l'empereur Antonin, dit Caracalla, qui fut moins un prince qu'un tyran. Le juriste avait refusé de justifier ce meurtre commis par l'empereur sur son jeune frère Geta, avec lequel il était censé partager le pouvoir impérial. Papinien, de fait, non seulement parce qu'il avait été un grand juriste, mais encore en raison de sa mort, a été tenu en haute estime par les Romains. 3 siècles après la mort du juriste, Justinien en parle dans les termes les plus élogieux. Splendidissimus Papinianus, summi ingenii Papinianus dans sa constitution de Octore, ou encore Sublimissimus Papinianus dans sa constitution Omnem. La prééminence des juristes de l'époque sévérienne s'explique parce que le droit romain a connu à cette époque-là, donc à la fin du IIe siècle et au tout début du IIIe siècle de notre ère, une phase de systématisation. Un savant romaniste dont nous allons reparler dans quelques minutes, M. Jacob Fortunat Stagel, a pu dire récemment que le digeste de Justinien était la codification du droit romain tel qu'il avait été systématisé à l'époque de Papinien, c'est-à-dire 3 siècles avant Justinien. Il y avait déjà eu des jurisconsultes célèbres du temps de la République romaine, avant l'établissement de la monarchie impériale
par Auguste. Auguste, donc, de 27 avant notre ère jusqu'à 14 de notre ère. On connaît le nom de beaucoup de ces jurisconsultes de l'époque républicaine. On sait ce que leurs opinions, avis et sentences ont apporté au droit romain, mais les compilateurs de Justinien n'ont pas jugé bon, n'ont pas jugé utile de placer dans le digeste des extraits tirés de leurs livres. Nous connaissons donc la teneur et le fond de leurs opinions, de leurs sentences, mais non pas la lettre. Les juristes de l'époque républicaine appelaient anciens, en latin veteres, leurs devanciers de l'époque républicaine. La sélection opérée par les compilateurs de Justinien a été radicale. L'empereur lui-même, l'empereur Justinien, nous apprend dans la constitution Tanta, dont nous avons parlé, au paragraphe 1er, que moins de 10% de l'ensemble de la littérature juridique romaine a été conservé dans le digeste. Tout ce qui n'a pas été sauvegardé par les compilateurs a été perdu, à part quelques bribes qui ont subsisté de ci, de là. Nous allons maintenant nous intéresser aux divisions et subdivisions du digeste. Le digeste est un recueil très savamment structuré. La constitution Tanta que nous venons de citer nous apprend que le digeste est d'abord divisé en 7 grandes parties. Cette division du digeste en 7 parties, cependant, est très peu utilisée par les romanistes aujourd'hui et nous aurons rarement l'occasion de mentionner dans quelle grande partie du digeste se trouve le titre que nous serons en train de traduire. Nous pouvons donc laisser de côté ce plan et nous intéresser aux divisions qu'on utilise encore pour se repérer dans le gros ouvrage. En descendant du haut vers le bas, on distingue 4 niveaux du digeste. Les livres, les titres, les fragments et enfin les paragraphes. Niveau 1, donc le niveau supérieur, le digeste compte 50 livres qui ne portent pas de nom. Ils n'ont qu'un numéro. Dans l'Antiquité, on appelait livre le texte qui tenait sur un rouleau de papyrus. Nous venons de parler des livres, descendons d'un échelon. En effet, chacun des 50 livres du digeste est divisé en un nombre variable de titres. Il y en a 432 au total dans l'ensemble de l'ouvrage. À la différence des livres qui n'ont qu'un numéro, les titres portent et un numéro et un nom. Chaque titre concerne une matière spécifique du droit selon le nom qu'il porte. Nous allons bientôt avoir l'occasion de le constater lors de nos ateliers de traduction au cours desquels nous avons fait le choix de lire chaque titre du digeste en continu du début jusqu'à la fin. Poursuivons notre descente au 3e niveau de la stratification du texte. Les compilateurs ont inséré dans chaque titre les extraits des ouvrages des juristes qui concernaient la matière du titre. Comme Justinien l'avait ordonné dans la constitution Tanta au paragraphe 10, les compilateurs ont placé au début de chaque fragment inséré ce qu'on appelle une inscription, indiquant le nom du juriste auteur du texte et celui du livre d'où le fragment a été tiré. Dans les éditions imprimées du digeste, les fragments sont numérotés et la numérotation recommence à chaque titre. Il y a au total 9139 fragments dans l'ensemble du digeste, le compute variant quelque peu dans la littérature romaniste. Le mot « fragment » est aujourd'hui le terme technique qu'on emploie pour qualifier les textes extraits des ouvrages des juristes romains qui ont été insérés dans le digeste. Mais au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et même chez certains romanistes du début du XXe siècle, ces fragments étaient couramment appelés des lois, parce que Justinien avait conféré valeur de loi aux fragments qui avaient été retenus pour figurer au digeste. Et c'est ce que nous apprend cette même constitution Tanta au paragraphe 23 et 24. Arrivons au niveau inférieur des divisions du digeste. Le niveau 4, les paragraphes. Les compilations de Justinien, on va y revenir dans un instant,
ont été redécouvertes en Italie à la fin du XIe siècle. Elles ont servi de base à l'enseignement du droit pendant 7 siècles. Le foyer de l'enseignement du droit a été l'école de Bologne en Italie. Les docteurs, docere, qui signifie enseigner, faisaient leurs enseignements à partir du texte de Justinien. Puis, donnaient à leurs étudiants les explications nécessaires. Pour faciliter cet enseignement, les docteurs bolonais ont isolé à l'intérieur des fragments les passages qui, d'après eux, contenaient une règle de droit identifiable. On a appelé paragraphes ces ultimes subdivisions du digeste. Et depuis le Moyen Âge, les paragraphes sont indiqués dans toutes les éditions du digeste. Il importe de noter que certains fragments ne contiennent pas de paragraphes, ou bien parce qu'ils sont très courts, ou bien parce qu'ils n'énoncent qu'une seule règle de droit. Autre particularité à noter, la numérotation des paragraphes ne suit pas les mêmes conventions que les nôtres. Le premier paragraphe d'un fragment ne porte pas de numéro, mais un nom. On l'appelle principium, ce qui veut tout bêtement dire début. Le mot est abrégé en PR. Le paragraphe qui suit le principium, qui serait pour nous le paragraphe numéro 2, est au Moyen-Âge désigné comme le paragraphe 1. C'est comme si on avait adopté une numérotation de ce type, paragraphe 0 que l'on appelle principium, puis paragraphe 1, 2, et ainsi de suite. La manière habituelle de citer le digeste respecte ces 4 niveaux. On indique d'abord le livre, puis le titre, puis le fragment, et enfin, s'il y en a, le paragraphe. Il peut être utile, au point où nous sommes parvenus, de rappeler 2 autres choses à propos de la composition des titres du digeste. La première chose est que depuis l'époque des juristes humanistes du XVIe siècle, on a souvent affirmé que les compilateurs avaient placé les fragments dans chaque titre sans suivre un ordre rigoureux. Cette manière de voir n'a plus du tout cours aujourd'hui. En effet, en 2023, le professeur Jakob Fortunat Stagel a démontré, au moyen d'arguments très convaincants, que chaque titre du digeste formait au contraire un discours cohérent, du début jusqu'à la fin. Ainsi, même si les éléments constitutifs du titre, c'est-à-dire les fragments, avaient été extraits de leur contexte et étaient donc issus de livres préexistants différents écrits par des auteurs différents, ce titre en tant que tel n'en était pas moins un texte original qui avait une fonction propre. Le professeur Stagel avait même conclu que chaque titre était une oratio organisée selon les règles de la rhétorique classique. Tribonien et ses collègues avaient pour chaque titre respecté un plan en 3, voire même 4 parties. La première partie était l'exorde ou le proemium, qui contient donc les définitions et les divisions fondamentales de la matière du titre. La deuxième partie est l'expositio, qui énonce les règles de droit permettant de résoudre les litiges dans ce domaine du droit, celui du titre. La troisième partie est l'argumentatio, consacrée aux questions difficiles, aux controverses et aux disputes entre les juristes qu'il avait fallu dépasser pour façonner le régime juridique exposé dans le titre. Quatrièmement, le cas échéant, il pouvait être inséré une conclusion. À l'occasion, lors de nos traductions, nous testerons les thèses du professeur Stagel. Deuxième chose à mentionner à propos des titres, il y a un peu plus de 200 ans, en 1820, un jeune savant, Friedrich Blume, il n'avait que 23 ans, a découvert la méthode suivie par Tribonien et ses collègues dans leur sélection des fragments destinés à être insérés dans les titres du recueil. À la suite d'une analyse très précise de plusieurs titres du digeste, Blume aboutit à la conclusion que les compilateurs avaient respecté une sorte de division du travail. Elle était déterminée par l'existence de 3 groupes, ou ensemble d'ouvrages de droit, d'où il fallait extraire les fragments à insérer dans la compilation. Blume ayant appelé masse ces groupes d'œuvres juridiques, on appelle sa théorie la théorie des masses. La commission se serait subdivisée en autant de sous-commissions qu'il y avait de masses à exploiter.
Blume a qualifié la première masse de sabinienne, parce qu'elle était formée de livres ad Sabinum, écrits par les juristes romains. Ces livres développaient les 3 livres que le juriste Masurius Sabinus avait écrits au début de l'Empire sur le droit civil des Romains, en latin Libri Tres Juris Civilis. Nous n'allons pas ici nous lancer dans une définition de ce qu'a été le droit civil, Ius Civile en latin, celui des Romains. Ceci nous mènerait trop loin de notre propos. Disons seulement ici que le droit civil était en quelque sorte le noyau dur de tout le droit romain et qu'il était censé découler des lois que le peuple romain s'était données à lui-même. La définition du droit civil, cependant, a varié au cours des siècles, et on ne le comprenait certainement pas de la même façon à l'époque d'Auguste et à l'époque de Justinien. Pour lire la définition du droit civil à l'époque de Justinien, on pourra se reporter au tout début du digeste, livre 1, titre 1, fragment 6 et fragment 7. La seconde masse de livres fut appelée édictale, parce qu'elle renfermait les abondants commentaires des juristes sur ce qu'on appelait l'édit du préteur. Dans un instant, nous allons revenir un peu plus longuement sur cet important magistrat et sur son célèbre édit, qui a été pendant plusieurs siècles le document central de la vie judiciaire des Romains. À ce stade, nous ne faisons que le mentionner. Blume nomma Papinienne la 3e masse de livres, du nom du grand Papinien. Les livres de ce groupe-là étaient surtout axés sur les controverses qui avaient pu opposer les juristes romains les uns aux autres. À ces 3 masses s'ajoutait dans certains titres un appendice. Blume a montré qu'on pouvait retrouver la trace de ces masses dans la façon dont les fragments sont placés à l'intérieur de chaque titre. Première. La répartition des ouvrages des juristes en 3 masses était d'ailleurs antérieure à Justinien. Elle correspondait à l'organisation des études dans les écoles de droit apparues dans l'Empire au 5e siècle de l'ère commune. Les livres de la masse sabinienne étaient lus par les étudiants de première année, appelés Dupondi, à 2 sous, avant que Justinien ne les renomme Justiniani Novi dans la Constitution Omnem. Ceux de la masse édictale étaient lus par les édictales ou étudiants de seconde année, tandis que les papinistae étudiaient en 3e année les livres de la masse papinienne. À certains moments, il peut être utile de savoir à quelle masse appartient le texte que l'on doit traduire. Aussi, le choix a-t-il été fait, dans le texte qui apparaît à l'écran, de rendre ces divisions visibles au moyen d'une sorte de code de couleurs. Les fragments appartenant à la masse sabinienne sont ainsi écrits en noir, ceux qui appartiennent à la masse édictale sont écrits en bleu, ceux qui proviennent de la masse papinienne le sont en rouge et ceux de l'appendice sont en vert. Nous sommes maintenant arrivés au moment de parler de l'édit du préteur, que nous nous sommes contentés de mentionner. Ce document a non seulement été extrêmement important dans la vie judiciaire des Romains, mais a joué aussi un rôle fondamental dans le développement du droit romain pendant au moins 3 siècles, du 2e siècle avant l'ère commune au 2e siècle de l'ère commune. Sous la République romaine, les préteurs sont des magistrats élus pour 1 an par le peuple romain, et 2 d'entre eux sont spécifiquement chargés de ce que les Romains appelaient la juridiction. Ici non plus, nous ne pouvons exposer en détail tout ce qui concerne les préteurs. Nous aurons l'occasion d'en parler plus profondément au fur et à mesure que nous serons en train de traduire le texte. Nous pouvons toutefois rappeler que ces magistrats n'étaient ni des législateurs ni des juges. Leur rôle consistait à vérifier si les litiges dont ils étaient saisis méritaient la protection du droit ou non. Et quand un litige méritait cette protection du droit, les préteurs permettaient aux demandeurs de poursuivre le défendeur devant un juge qu'ils désignaient. Les préteurs, donc, accordaient ou refusaient les voies de droit, les remèdes juridictionnels, les recours, actions et procédures permettant de résoudre des litiges.
À maintes reprises, les prêteurs permirent aux justiciables de poursuivre en justice leurs adversaires, même quand le litige entre les parties n'était pas prévu par le droit au moment du procès, lorsqu'il y avait une sorte de vide juridique. Et une fois que les prêteurs avaient ainsi admis la recevabilité d'un nouveau recours en justice, ils ne refusaient pas de l'accorder aussi aux justiciables qui venaient les saisir par la suite dans un litige similaire. Les prêteurs ont pu ainsi élargir considérablement le champ des intérêts particuliers protégés par le droit. Si on tentait une comparaison un peu téméraire, on pourrait dire que les prêteurs ont créé du droit nouveau, comme en France, la section du contentieux au Conseil d'État a enrichi le droit administratif français rien qu'en admettant la recevabilité de nouveaux cas de recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'un mécanisme de création de droit, mais d'une création indirecte ou par ricochet. L'organe juridictionnel ne crée pas directement une nouvelle règle de droit, mais permet la sanction juridictionnelle d'une situation juridique encore inédite. Et à partir de ce moment, tous les justiciables peuvent bénéficier de cette nouvelle voie de droit. Cela aboutit au même résultat que si la nouvelle règle de droit avait été édictée a priori par un législateur. Le droit découlant de l'activité prétorienne est appelé le droit prétorien. Tous les ans, à leur entrée en fonction, les prêteurs placardaient dans Rome la liste officielle de tous les remèdes juridictionnels qu'ils promettaient d'accorder aux justiciables. On appelait ce document l'édit du prêteur. En principe, l'édit du prêteur était valable pour une année seulement, c'est-à-dire pendant la durée de la magistrature prétorienne. Mais comme les prêteurs nouvellement élus prirent l'habitude de reprendre dans leur édit les dispositions de leurs prédécesseurs, ce document acquit une sorte de stabilité de fait. Les justiciables romains avaient donc à leur disposition une sorte de catalogue officiel des voies de droit qu'il convenait d'emprunter pour défendre leurs intérêts en justice. L'édit du prêteur a été régulièrement commenté par les juristes. Leurs commentaires, souvent très longs, avaient pour but d'expliquer aux usagers comment utiliser les remèdes juridictionnels qui étaient sèchement énoncés dans l'édit. Ceci explique pourquoi s'est progressivement constituée une littérature juridique axée sur l'édit du prêteur. Ce sont ces ouvrages qui formaient le gros de la masse édictale dont nous avons parlé ci-dessus. 1. Sous le régime impérial, à partir d'Auguste, l'organisation juridictionnelle de la République des Romains fut progressivement transformée. La vieille juridiction des prêteurs, d'origine républicaine, fut désormais concurrencée par une sorte de nouveau pouvoir judiciaire que l'empereur s'arrogea et qu'il construisit petit à petit. Les Romains, sous l'Empire, connurent donc ce qu'on qualifierait aujourd'hui en France de dualité des ordres de juridiction, cette expression étant évidemment tout à fait anachronique. Nous aurons souvent l'occasion de reparler des attributions judiciaires de l'empereur lorsque nous traduirons le texte. Malgré ces changements dans l'organisation de la justice à Rome, l'édit du prêteur, enrichi par plusieurs siècles de pratiques et de commentaires par les juristes aussi, cet édit demeura le document central de la vie judiciaire romaine. Vers l'an 130 de l'ère commune, sur l'ordre de l'empereur Hadrien, qui gouverna la République de 117 à 138 de notre ère, un juriste célèbre de cette époque, Lucius Salvius Iulianus, Julien, comme on dit en français, originaire d'Adrumète dans la province d'Afrique, c'est la ville de Sousse dans la Tunisie d'aujourd'hui, rédigea une version définitive du document. L'édit du prêteur fut désormais figé parce que les prêteurs n'eurent plus la possibilité d'y insérer des remèdes nouveaux. À cette époque-là, donc sous le principat de l'empereur Hadrien, l'édit du prêteur, divisé en 5 parties, comptait 45 titres et près de 300 voies de droit et procédures diverses.
Nous ne pourrons pas terminer cette introduction sans parler du pouvoir judiciaire de l'empereur. L'empereur, le prince, comme disaient les Romains, s'est progressivement doté d'un pouvoir judiciaire parallèle à la vieille juridiction des magistrats de la République. Les empereurs purent rendre la justice eux-mêmes aux parties qui comparaissaient devant leur tribunal. Leurs jugements étaient appelés des décrets. Le plus souvent, cependant, le prince était saisi lorsque s'élevaient des difficultés à l'occasion d'un procès plaidé ailleurs. Les organes judiciaires inférieurs, le plus souvent les gouverneurs de province, ou les justiciables eux-mêmes, demandaient au prince non pas de juger leur procès, mais d'indiquer quelles règles devaient être appliquées pour le résoudre. Et après que l'empereur avait répondu, le procès était tranché par le gouverneur, par devant lequel le contentieux avait initialement été porté. Dans ce cas, les décisions impériales étaient appelées des rescrits. Décrets et rescrits impériaux furent englobés par les juristes romains sous l'appellation générique de constitution impériale, dont nous avons déjà parlé en commençant. Le Code justinien est un recueil de constitutions impériales, mais attention, il y a aussi beaucoup de constitutions impériales dans le digeste. Cela se produit lorsque les compilateurs ont inséré dans le digeste un fragment où un juriste avait lui-même copié un rescrit ou un décret impérial. Il ne faut pas perdre de vue l'étendue géographique de l'Empire romain à l'époque où ont écrit les juristes que nous allons lire. Au IIe siècle de l'ère commune, l'Empire s'étendait sur toute la mer Méditerranée et sur un immense arrière-pays qui allait des confins de l'Écosse actuelle jusqu'aux limites du Soudan et du Maroc actuel jusqu'à l'Arménie. C'est-à-dire un empire qui comprenait d'innombrables peuples aux traditions juridiques très variées et qui étaient soumis au même pouvoir central. En 212 de l'ère commune, tous les habitants libres de l'Empire furent même intégrés dans la cité romaine. Mais cela ne voulut pas dire que les citoyens de cette cité immense furent uniformément soumis aux mêmes règles de droit. S'il y eut intégration politique dans la cité romaine, il n'y eut pas unification de leurs droits privés et non pas non plus effacement des droits locaux. À partir de la fin du IIe siècle de l'ère commune, à la fin de la dynastie des Antonins et sous celle des Sévères, plusieurs auteurs, à la fois de langue grecque et de langue latine, ont établi une idéologie politique selon laquelle la cité romaine coïncidait désormais avec le monde entier. L'Urbs, la ville de Rome, avait absorbé, d'après l'expression consacrée, l'orbe des terres, orbis romanus, et ce que les Romains de langue grecque appelaient l'oikoumène, c'est-à-dire la terre habitée. Mais dans cet empire écuménique, il n'y eut qu'un seul juge suprême. L'empereur devint comme l'ultime régulateur de la vie juridique des Romains qui vivaient sur 3 continents. Des recours pouvaient arriver de tous les coins de ce majestueux empire à la résidence impériale. Aidés par les juristes, les empereurs ont dû élaborer des règles juridiques qui pouvaient s'appliquer à tout le monde. C'est dans ce discours universaliste qu'ont argumenté et écrit les juristes romains dont nous allons traduire les textes. Leur horizon intellectuel était donc extrêmement large. Pour ne prendre qu'un seul exemple, Ulpien, qui était un juriste abondamment utilisé par les compilateurs, était originaire de la cité de Tyr dans la Syrie phénicienne. Passons maintenant aux destinées du droit romain après Rome. Le droit romain n'a pas été seulement le droit des Romains dans l'Antiquité. La puissance romaine s'est certes effritée dans les provinces d'Occident, au 5e siècle de l'ère commune, quand un certain nombre de peuples barbares s'y sont installés. Mais le droit romain ne mourut pas, loin de là. Il connut même un retour en force en Europe occidentale à la fin du XIe siècle. Comme cela a été dit tout à l'heure, les compilations de l'empereur Justinien furent alors redécouvertes en Italie. Cela fut une véritable révolution. Pendant 7 siècles, non seulement le droit de Justinien fit l'objet d'un enseignement scientifique dans les écoles de droit, mais il devint aussi le droit positif appliqué dans d'innombrables ressorts judiciaires de l'Europe médiévale et moderne.
Le premier foyer de l'enseignement du droit fut Bologne. Dès le XIIe siècle, d'autres écoles de droit furent fondées, d'abord en Italie du Nord, puis à partir du XIIIe siècle au nord des Alpes. Au XVe siècle, à la fin du Moyen Âge, le droit romain était enseigné dans toutes les facultés de droit d'Europe, à quelques exceptions près. Mais le droit romain ne fut pas seulement une matière d'enseignement. Il devint en outre le droit applicable, à défaut de loi locale, dans de très nombreux ressorts judiciaires de l'Europe. Ce ne fut qu'au XVIIIe et XIXe siècle que le droit romain recula dans toute l'Europe parce que plusieurs États se dotèrent alors de codes civils. Codes civils qui contenaient d'ailleurs beaucoup de dispositions venues du droit romain. 2 exemples seulement. Dans la République française, c'est l'article 7 de la loi du 30 Ventose en 12, c'est-à-dire le 21 mars 1804, qui a décidé que les lois romaines cesseraient d'avoir force de loi générale et particulière dans les matières désormais régies par le Code civil. Autre exemple, dans une grande partie de l'Allemagne, le droit romain resta en vigueur jusqu'au 31 décembre 1899, la veille de l'entrée en vigueur du Code civil de l'Empire allemand, le BGB. Les territoires régis par le droit romain sont aujourd'hui compris dans plusieurs des Länder de la République fédérale actuelle, à savoir le Schleswig-Holstein, les villes hanséatiques, la Basse-Saxe, la Hesse et une partie du Bade-Wurtemberg. Aujourd'hui, le droit de Justinien est encore le common law de la République sud-africaine et de quelques pays qui, dans le passé, ont été soumis à la domination coloniale des Pays-Bas. Par exemple, le Sri Lanka ou le Suriname de l'autre côté du globe. Les séances consisteront à lire paragraphe par paragraphe le texte latin original du digeste et le traduire dans la foulée. La lecture et les traductions seront faites par un jeune romaniste, mais avec l'assistance, si besoin étant, de 2 aînés, messieurs Luigi Alberto Sanchi et Philippe Coquatre-Zilgien. Monsieur Sanchi, agrégé de grammaire, est directeur d'études au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Il est philologue et sera notre autorité suprême en matière de traduction. Philippe Coquatre-Zilgien est lui professeur émérite d'histoire du droit à l'université Paris-Panthéon-Assas, université qui avant 2022 était connue sous le nom de Paris 2. Les exercices qui vont vous être présentés ne sont que la continuation sous une forme audiovisuelle de ce qu'il a longtemps eu l'occasion de faire pour les étudiants du master de droit privé ou master de droit public qui voulaient se spécialiser en histoire du droit et notamment en droit romain. Les premières vidéos ont été enregistrées à partir du mois de janvier 2025 dans les locaux de l'Institut d'histoire du droit. Ce centre de recherche est une UMR, unité mixte de recherche, soutenue paritairement par l'université Paris-Panthéon-Assas et par le CNRS. Cette UMR porte le numéro 7184 dans la nomenclature de cette institution. L'Institut d'histoire du droit se situe au centre Sainte-Barbe de l'université Paris-Panthéon-Assas, rue Valette à Paris, à l'ombre du Panthéon. Ces vidéos n'auraient pas pu être enregistrées sans le dévouement particulier de mesdames Marion Albessard, ingénieure d'études au CNRS, et Aïcha Lebjed, agent administratif des universités. On ne peut passer sous silence l'appui que Madame Sophie Desmar-Lafont, professeure en cette université, a apporté au projet. Elle l'a sans cesse encouragé et soutenu. Ses critiques et propositions ont toujours été utiles. Les premiers jeunes romanistes qui ont bien voulu participer à ces ateliers ont été, par ordre alphabétique, toutes catégories, fonctions et titres confondus, messieurs Shingo Akimoto et Pierre-François Aubry, mesdames Francesca
Promotea Baronet et Diane Baudouin, messieurs Yann Borrego-Stepniewski et Rémi Fèvre-Faucompré, madame Emmanuelle Fonbonne, messieurs Laurent Letilly, Quentin Lejard, Nicolas Valente et François Vaquet. Sans leur engagement, sans leur suggestion, sans leur patience, ces vidéos n'auraient pas vu le jour. Merci à eux. Nous espérons que beaucoup d'autres vont se joindre à eux.